Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement de 100 degrés où est-ce qu'on m'a invité pour parler des systèmes alimentaires durables. Donc aujourd'hui, merci premièrement d'inviter Vivre en Ville à venir participer à vos discussions parce que ce sont des discussions, je crois, qui vont prendre une belle ampleur ici à Gatineau, dans l'Outaouais. Ça fait déjà 3 fois que je viens et on voit qu'il y a quelque chose qui veut bouger, il y a quelque chose d'important qui se prépare en alimentation. Alors, c'est important, je crois, de prendre ces moments-là comme aujourd'hui pour s'en parler, pour mieux se comprendre, développer une certaine vision collective de qu'est-ce que c'est un système alimentaire durable. C'est pas juste ici qu'on entend parler de ce sujet-là, mais c'est planétaire. Donc, on va le voir. Aujourd'hui, j'ai intitulé ma présentation « Au-delà des étiquettes, savoir lire le système alimentaire ». C'est que le système alimentaire, on peut le regarder sous divers angles. Et puis, nous, les gens qui sont à 100 degrés gravitent habituellement beaucoup autour de la santé. Donc, on va être habitué de regarder quel est le contenu de notre assiette, hein? C'est quoi une saine alimentation, comment cuisiner, comment lire les étiquettes, quels sont les environnements favorables qui vont nous aider à aller vers une assiette santé, bien s'alimenter. Donc, on va être autour c'est notre priorité dans le fond, la saine alimentation, les aliments sains, la santé. Mais tôt ou tard, quand on avance, on commence à travailler en alimentation, on s'aperçoit très rapidement que, surtout quand on commence à travailler les environnements favorables, faire en sorte que ce soit facile pour les gens de s'alimenter, mais il faut travailler avec d'autres partenaires, des partenaires avec qui on n'est pas nécessairement habitué de travailler et qui ont des priorités qui sont différentes des nôtres. Donc, d'où l'importance d'un langage commun. Je vais vous donner un exemple. Tout le domaine bioalimentaire, agroalimentaire, la priorité va être la commercialisation, souvent, pouvoir avoir une entreprise agricole ou de transformation qui va être efficace, qui va être rentable. On va avoir des produits de niche, une belle distribution. Donc, la priorité ne va pas toujours être la même que le domaine auquel on est habitué. Même chose, quand on commence à travailler avec les gens qui s'intéressent davantage au développement social, le développement social, on va commencer à s'intéresser à la lutte contre la pauvreté puisqu'on s'intéresse à l'accès à une saine alimentation, développer un pouvoir d'agir, l'équité, arrêter la faim. Donc, notre priorité va se situer dans le rassemblement de ces gens-là, amener une certaine autonomie alimentaire aussi. Donc, c'est quand même, on n'est pas nécessairement sur le contenu pointu de l'assiette, toujours, là, avec nos partenaires, puis c'est bien normal, puis c'est correct. Puis, il y a un nouveau venu, c'est tous les gens qui travaillent en environnement, et c'est pas négligeable, c'est très important. Là, on va commencer à s'intéresser comment est-ce qu'on fabrique nos aliments, puis quel impact ça a sur nos terres, sur notre air, sur l'utilisation de notre eau, sur la biodiversité. Donc, tous ces acteurs-là sont importants en alimentation et s'activent en alimentation. Et quand on parle de système alimentaire, en fait, on doit parler de tout ça, OK? Puis vous me voyez peut-être venir, c'est vraiment ce qu'on appelle le développement durable. On s'intéresse à la fois au niveau social, au niveau environnemental et au niveau économique. Et lorsqu'on parle de système alimentaire ou de territoire nourricier, bien, dans le fond, on s'intéresse à ces questions-là. Et c'est pourquoi Vivre en Ville, l'organisme pour lequel je travaille, on a écrit en 2014 un volume qui s'intitule « Ville nourricière ». Puis c'est dans le fond à l'intérieur de développement de collectivités viables, donc du développement durable. Donc tout ça est intégré. Et avant d'aller plus loin, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je vous invite à entrer avec moi pour apprendre à lire un petit peu plus notre fameux système alimentaire qui comprend tous ces éléments-là. Ça va être plus facile par la suite pour vous de travailler à vos objectifs. Alors, Vivre en Ville, en 2 mots, c'est un organisme d'intérêt public qui travaille principalement avec les gouvernements locaux et nationaux et qui s'intéresse à la diffusion de l'information, les approches innovantes, la recherche des meilleures pratiques et aussi beaucoup la sensibilisation et le plaidoyer. Donc, pour le développement de
collectivité viable, que ce soit au niveau de la rue, au niveau du bâtiment, au niveau du territoire, de l'agglomération. Donc, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est urbanisme et aménagement du territoire. Alors, c'est un premier mot sur vivre en ville. Donc, on approche l'alimentation, on l'aborde d'une façon qui est assez globale, effectivement. Alors, tout ce beau monde se réunit, dans le fond, on a un point en commun, malgré qu'on soit de divers secteurs, on est tous mangeurs. Et en fait, tous contributeurs au fameux système alimentaire. Puis parfois, on n'en est pas vraiment conscient. Je vous donne l'exemple d'un adolescent ici qui est en train de cuisiner les aliments que sa mère a pris dans le jardin. Donc, on est à l'automne ici et puis il cuisine certains aliments qui proviennent d'un panier biologique, un fermier de famille, d'autres aliments pris à l'épicerie qu'on a choisis biologiques. Donc, ce jeune-là, il est en train de cuisiner tout ça et il n'a pas nécessairement conscience de tout l'impact de son geste en ce moment. On espère que plus tard, il va pouvoir reproduire ça aussi. Mais c'est la même chose pour nous. Je l'aborde parce que souvent, des petits gestes qu'on fait au quotidien ont un impact sur le système alimentaire, puis on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière notre assiette qui est en face de nous. OK? Donc, aujourd'hui, on va regarder ça un petit peu. On va essayer de connaître c'est quoi le système alimentaire, en avoir une idée, une brève idée. On est dans l'introduction ici. Et puis, pouvoir un petit peu se situer, parce qu'on n'est pas juste mangeurs, on est aussi des acteurs importants dans notre communauté. Il y a des gens de CPE ici, il y a des gens du réseau de la santé, il y a des gens aussi des organismes communautaires qui œuvrent pour réduire la faim, etc. Puis, il y a un paquet de personnes, il peut y avoir des agriculteurs. On a tous un rôle potentiel, des décideurs aussi. Et comment est-ce qu'on pourrait le jouer? Où est-ce qu'on peut s'activer? Quel geste, parfois simple, mais peut faire une grande différence? Donc, c'est un peu ça les objectifs de la conférence. Alors, en bref, le système alimentaire. Ici, c'est vraiment un clin d'œil pour vous donner une première idée, que ce soit facile à retenir. Le système alimentaire est composé de 5 composantes qu'on appelle. Naturellement, on commence par la production, donc produire des aliments. La transformation, en faire des aliments qui peuvent être utilisés plus facilement, conservés. Ensuite, on a tout ce qui est la distribution, donc qui est-ce qui va pouvoir profiter, jusqu'où on achemine nos aliments produits. Tout ce qui est du ressort de la consommation, okay, comment je consomme les aliments, comment je fais mes choix. Et tout ce qui est la gestion et la valorisation des déchets. Vous remarquerez que ça fait un cycle, dans le fond, le cycle de vie des aliments. Et on souhaite que, justement, les déchets puissent être réutilisés pour la production, pour en faire de l'énergie ou du compost. Toutes ces composantes, on les nomme de façon séparée, mais ils sont interreliés. Et on souhaite qu'elles soient interreliées. Et plus qu'il va y avoir de liens, plus que ça va être efficace, notre chaîne alimentaire, le travail qu'on va faire, puisqu'il va y avoir d'interactions. Je vous donne un exemple rapide. Bientôt, on est au printemps, on va voir sortir nos asperges, nos petites asperges. C'est la production. Disons qu'on aurait un producteur local qui fait des asperges, mais au niveau de la transformation, on peut prévoir, OK, si on veut en avoir aussi pendant l'automne, l'hiver, est-ce qu'on fait des conserves? Il doit aussi prévoir au niveau de sa distribution, est-ce que je veux acheminer ça, par exemple, dans les CPE, les institutions locales? Est-ce que c'est dans les restaurants que je vais écouler mes asperges? Est-ce que c'est dans la grande distribution ou est-ce que ça va être au marché? Donc, de prévoir tout ça. Puis même, souvent, vous le savez, on a des aliments qu'on appelle moches, qui sont un petit peu moins beaux. Bien, est-ce qu'on peut prévoir de ne pas les laisser au champ et de les commercialiser à prix plus bas pour que ce soit accessible pour plus de personnes? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être pensées en amont et qui amènent une efficacité. On va moins gaspiller, puis ce qu'on va produire va être vraiment valorisé. Ensuite de ça, la consommation, c'est quand même important. Est-ce que les gens savent qu'on a ce produit-là localement? Est-ce qu'ils sont encouragés à l'acheter? Est-ce qu'ils savent comment le cuisiner? Est-ce qu'ils l'apprécient au goût quand on est tout petit? Est-ce qu'on est habitué de manger cet aliment-là? C'est toutes des considérations qui peuvent être prises en compte quand on veut développer notre système alimentaire. Puis là, je parle d'un seul aliment, mais imaginez, on peut avoir beaucoup d'aliments comme ça qu'on développe. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais avec les retails, les petits bouts que je trouve trop durs pour consommer?
Est-ce que je les jette à la poubelle ou est-ce que je l'utilise pour faire du bouillon, je l'utilise pour mon compost, puis ensuite, c'est pris par la ville, puis c'est retourné pour les gens qui font de l'agriculture ou aux maisons pour leur jardinage. Donc, c'est toutes des questions qu'on peut comme aborder comme ça quand on parle du système alimentaire. C'était un bref coup d'œil, puis je vais retourner en arrière, par exemple, parce que quand on parle de système alimentaire, il ne faut pas oublier, il y a, oui, ces composantes-là, mais il y a aussi tous les gens qui gravitent autour. Naturellement, on peut penser facilement aux gens qui font des actions en production, transformation, etc., mais il y a toutes les autres personnes autour, par exemple, qui sont en éducation, qui vont développer de la technologie pour faire en sorte que ce soit des productions plus efficaces, de la transformation qui conserve les aliments avec une valeur nutritive plus élevée. Il y a tout aussi les gens qui font la législation, les règlements, donc les différents paliers gouvernementaux, qui sont importants, très importants aussi dans le système alimentaire. Donc, vous allez voir, on va inviter toutes ces personnes-là à venir se joindre à nous quand on parle du système alimentaire dans une région. Il y a aussi les acteurs. Avec les acteurs, il y a aussi les activités. On a différentes activités, puis c'est bien sûr, on le conçoit très bien en regardant le cycle, mais ce qui est important, c'est de s'assurer que les actions sont coordonnées, sont complémentaires, qui sont en lien avec une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire pour notre société? Quels sont nos enjeux? Vers où on veut aller? Parce que souvent, par le passé, ce qu'on a vu, c'est que les gens travaillent vraiment chacun de leur côté. Donc, si, par exemple, je suis en santé, je m'intéresse à la santé, à l'agroalimentaire, à la production, mais je peux être aussi au niveau environnemental, puis m'intéresser à une autre façon de faire. Mais tout ça doit être enligné parce que sinon, on va être dispersé, faire des actions qui... On manque de ressources souvent, donc pour pouvoir être efficace, c'est de joindre ensemble puis aller dans une voie qui va amener une synergie de nos activités. Il y a toutes les infrastructures aussi. Quand on parle d'infrastructures alimentaires, c'est les cuisines collectives, c'est les jardins communautaires, c'est les épiceries. Où est-ce que c'est situé? Est-ce que c'est à proximité, facile à utiliser? Est-ce que c'est trop éloigné, ce qui amène beaucoup trop de déplacements? Donc, c'est toutes des questions que, lorsqu'on parle de système alimentaire, on peut regarder aussi. Notre production, où est-ce qu'elle se produit? Est-ce que c'est de l'agriculture urbaine ou est-ce que c'est de l'agriculture qui va être un peu plus loin? Peut-être qu'on a besoin de centres pour rassembler les aliments produits avant de l'acheminer à la ville. Donc, c'est toutes des questions qui vont être abordées. Et il y a aussi tout le territoire. Sur quel territoire on est? Est-ce qu'on est dans une région où est-ce que l'agriculture, c'est facile, une région plus humide, plus froide, plus sec? Donc, tout ça doit être considéré. Puis, on le fait avec le plan de développement des zones agricoles, par exemple, dans notre système pour savoir qu'est-ce qui serait bien de faire chez nous. Donc, autrement dit, ce n'est pas la même chose qu'au Bas-Saint-Laurent, ce n'est pas la même chose qu'au Nunavik, naturellement. Donc, c'est bien particulier à chaque région. Donc, c'était vraiment le coup d'œil rapide sur le système alimentaire. Maintenant, avant d'aborder le système alimentaire et d'y travailler, il faut savoir pourquoi on le ferait. En fait, le système industriel alimentaire qu'on a aujourd'hui amène différents enjeux. Et les scientifiques à travers le monde, depuis au moins 3 ans et plus, ont sorti plein d'informations qui maintenant nous disent « Attention, un petit drapeau là, qui se lève », il faut maintenant agir en alimentation parce que la façon dont nous nous alimentons, que nous produisons nos aliments, que nous les commercialisons, ça amène un tort à la santé et ça amène aussi un tort à la planète. Eat Lancet, c'est une commission qui a été faite puis ils ont sorti un rapport super important en janvier 2019 et plusieurs recommandations ont été faites. Et les scientifiques, ces 37 scientifiques se sont réunis et pour, vous savez, le réchauffement de la planète, le carbone qui augmente, souvent on entend parler, on dit, bon, c'est en travaillant sur l'énergie qu'on va régler le problème, mais les scientifiques nous ont dit, il faut absolument travailler sur l'alimentation. Parce que l'alimentation a un grand rôle sur le carbone qu'il y a dans l'atmosphère, la façon dont on fait les choses, on peut décarboniser. Hein? Ça peut être l'agriculture a un puits à carbone, on peut diminuer le carbone de l'atmosphère,
par nos activités. Puis on peut limiter aussi parce qu'en ce moment, le système alimentaire produit 30 d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, tous les aliments que nous produisons, ce n'est pas sans coût au niveau des gaz. Donc, on peut faire différemment. Donc, plusieurs recommandations sont ressorties. Je voulais vous en sortir les trois principales qui sont les plus importantes. Au niveau de notre diète, notre façon de manger, on nous invite, les gouvernements, les gens en santé, à aller vraiment vers une diète différente, augmentation de plus de 50 de fruits et légumes, donc on n'en prend pas suffisamment, diminuer d'au moins 50 la consommation d'aliments qui proviennent de sources animales, entre autres. Donc ça, au niveau de l'environnement, ça peut faire une différence. On ne dit pas d'éliminer les produits qui proviennent des animaux, mais de les réduire. Ensuite, la façon dont on fait l'agriculture, ça va être important. Et le gaspillage alimentaire, on devrait le réduire d'au moins la moitié. De cette façon, on va pouvoir, excusez l'expression, être en business jusqu'au moins 2050, pouvoir nourrir toute la planète, mais sans détériorer. Donc, pour permettre aux générations futures aussi de vivre dans un environnement qui est clément. Alors, ici, j'ai une mosaïque d'enjeux que nous vivons avec le système alimentaire industriel actuel. Il pourrait y en avoir d'autres, mais je voulais juste vous en présenter quelques-uns. Vous avez vu, j'ai déjà mentionné les gaz à effet de serre, mais je n'ai pas mentionné au niveau des pesticides, ça a des impacts, hein? Par exemple, les abeilles. Toute la façon dont nous produisons un impact sur la biodiversité. Donc, les espèces animales et floristiques que nous avons sont affectées par la façon dont on produit les aliments. La gestion des sols, on a beaucoup d'étalement urbain. On construit sur des terres agricoles. On a 2 de terres agricoles au Québec. C'est précieux. Et puis, on construit dessus, puis ça va prendre des décennies avant de pouvoir réutiliser ces terrains-là quand c'est asphalté. Ça a beaucoup d'inconvénients. Et ce qui fait en sorte que les terres agricoles que nous avons sont de plus en plus chères, de plus en plus rares. Et c'est difficile pour la relève agricole, les jeunes qui disent « Ah, je veux commencer à faire de l'agriculture ». Rentabiliser un terrain comme ça, il faut en vendre des carottes. Hein? Donc, ce n'est pas si évident que ça. De plus, lorsqu'on veut écouler sur le marché nos produits, ce n'est pas si facile pour les producteurs d'ici. Il y a seulement 1/3 des produits qui sont faits à la ferme au Québec qui sont sur les tablettes à l'épicerie. C'est pour ça qu'on a des marchés pour permettre aussi une distribution locale, entre autres. Puis on a souvent de l'approvisionnement directement dans les CPE, directement dans les écoles. Donc, pour aider ce maillage, c'est très important. Pour conserver un dynamisme au niveau de ce qu'on fait en alimentation localement. Il y a aussi des enjeux au niveau de perte de biodiversité agricole. Ça veut dire qu'on mange de plus en plus les mêmes tomates, les mêmes carottes, le même blé. Donc, il y a de moins en moins de variétés. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, si on a des changements climatiques, on va parler d'inondation, si c'est plus humide, c'est inondé, ou c'est plus sec parfois à certains endroits, parce que ça réchauffe. Là, à ce moment-là, les plantes ne vont pas pousser de la même façon. Puis quand on a une grande variété de plantes, bien, on peut avoir la chance que certaines soient adaptées à ces climats-là et de pouvoir continuer d'avoir une production alimentaire. Ça nous permet d'être résilients, de résister, d'avoir une sécurité alimentaire. Là, pour nous, parfois, on est loin de ça, mais l'idée ici, c'est de se rapprocher de ces considérations-là pour pouvoir en tenir compte, puis de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait protéger, par exemple, les anciens grains, une variété génétique. Parce que là, on s'en va vers toujours produire les mêmes choses. Et ça fait qu'on perd de la diversité de nos gènes. Gaspillage alimentaire, le chiffre est effarant. 58 des aliments que nous produisons au Canada, donc on utilise du sol, de l'énergie, du temps, des ressources, gaspillés. Donc, jetés pour faire quoi? Encore des gaz à effet de serre si ce n'est pas composté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éviter. C'est un enjeu important. Avec les changements, l'augmentation de la température, il est possible, on prévoit des experts que les prix des aliments vont augmenter. Et ça, c'est presque incontournable. Donc, si on peut produire localement, ça peut nous aider justement à avoir une certaine résilience face à l'augmentation des prix des aliments que nous importons en ce moment.
Insécurité alimentaire, c'est quelque chose que, malgré que nous sommes dans un pays riche, on ne réussit pas à s'en sortir. On a encore de l'insécurité alimentaire. Les demandes augmentent de produits alimentaires. Alors, il y a quelque chose qui ne se fait pas tout à fait de la bonne façon, probablement. On y met peut-être pas l'énergie suffisante ou les ressources, mais c'est quand même quelque chose qui va, si on ne fait pas attention, qui pourrait s'amplifier dans le futur. Les inégalités d'accès au commerce alimentaire, ça, c'est quand même, si on regarde à travers le Québec, il y a des études qui montrent que 45 des personnes qui sont loin d'un commerce alimentaire. Ça veut dire que pour aller s'alimenter, ils doivent absolument prendre une voiture. Donc, c'est plus difficile, surtout quand on est une personne qui a qui est défavorisée, qui a moins de sous, d'avoir à se déplacer. Ça a un impact sur l'alimentation des gens. Donc, ça diminue l'accès aux aliments sains. Donc, ça, c'est quand même inquiétant, puis dans le sens que c'est 13 dans les milieux ruraux qui vivent dans des déserts alimentaires. Donc, souvent, on va produire à côté du champ de maïs, donc ça pousse, du soya pour exporter, mais les gens localement ne vont pas avoir un accès facile à des aliments frais. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler. Donc, regardez ça d'un autre œil. Et dernier enjeu que j'aimerais vous montrer, puis il y en aurait d'autres, mais vous le savez, parce qu'on est des gens ici plus au niveau de la santé, mais tout ce qui est problème de santé dû à l'alimentation que nous avons. Donc, il y a le tiers des aliments qui sont achetés qui sont des aliments ultra transformés, c'est-à-dire trop de sucre, trop de sel, mauvais gras, peu de valeur nutritive, ce qui fait en sorte que les gens mangent ces aliments-là qui ont été produits, qui ont utilisé de l'énergie, des ressources, mais pour finalement pas grand-chose parce que c'est pas bon, ça les rend malades. Donc, obésité, diabète, etc. Ce qui fait que ça fait le tour de certains enjeux, mais je vous les nomme pour vous dire que c'est important, puis c'est un incontournable de s'intéresser comment nos aliments sont produits, comment ils sont transformés, comment ils sont distribués, comment ils sont gérés pour en faire des déchets éventuellement. Donc, tout ça, on peut s'en mêler, on peut dire, parce que ça a un impact, c'est important. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que tous les enjeux que nous venons de voir aujourd'hui, bien, on peut les aborder, on peut les travailler, diminuer les impacts de ça, tout simplement en rapprochant le système alimentaire de l'être humain, hein, de ce que nous sommes. Ici, c'est à l'Outaouais. Ce qu'on peut faire, en fait, nous, on appelle ça un territoire nourricier. Faire des villes, des territoires, des villages nourriciers, des régions nourricières. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on priorise l'accès à une saine alimentation pour tout le monde. Et ça devient la priorité, pas juste de nourrir, c'est-à-dire pas juste de leur fournir à manger, mais de les nourrir convenablement, s'assurer qu'ils ont accès à toutes ces connaissances, à tous ces aliments qui sont sains. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en consolidant, en travaillant sur notre système alimentaire de proximité. Alors, avant d'aller plus loin, je parle beaucoup de système alimentaire durable, mais j'aimerais vous donner une définition qui va bien résumer un peu ce qu'on a abordé tout au long de la conférence. Un système alimentaire durable, c'est un réseau de collaboration territoriale, comme je disais, tout le monde se connaît, se parle, qui intègre l'ensemble du cycle de vie des aliments dans le but d'accroître la sécurité alimentaire et la santé nutritionnelle d'une population sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales et celles des générations futures. Donc, on met de l'importance, on renforce tout ce qui est l'économie locale, régionale. On renforce aussi, on fait attention à l'intégrité des écosystèmes. La santé humaine, ça devient important. La proximité géographique, proche des gens, les épiceries, moins de déplacements, mais aussi proximité sociale. Donc, on connaît davantage les gens qui nous entourent. On a plus de confiance, plus de transparence dans comment sont produits les aliments. Et l'équité, dans le fond, que tout le monde puisse vivre de leur activité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça, un territoire nourricier? Ici, je vous présente brièvement les 5 ingrédients importants pour ça, qu'on pourrait donner une formation d'une journée là-dessus aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Envers le territoire, un territoire productif. Donc,
en fait, il faut protéger nos territoires productifs, il faut les valoriser et aussi il faut amener un développement, une façon d'urbaniser qui ne va pas empiéter sur nos territoires agricoles, sur nos milieux naturels. On est rendu à cette ère-là et c'est possible de le faire. Une fois qu'on a nos territoires qui sont productifs, ça nous prend aussi des personnes qui sont dans l'action, des personnes qui ont des entreprises qui sont prospères, qui sont responsables, c'est-à-dire des agriculteurs qui peuvent vivre en ayant une agriculture qui nourrit la population et qui le fait sans détériorer l'environnement. Donc, et aussi des transformateurs, donc des gens qu'on soutient, que la communauté soutient, que les gouvernements soutiennent aussi, pour pouvoir encourager leurs actions. On a des gens, on a un territoire, mais ça nous prend aussi des aliments accessibles pour tous. Comme on a vu, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Donc, de relocaliser les infrastructures alimentaires pour les amener proches des gens, pour ceux qui peuvent moins se déplacer. Puis, de toute façon, on veut diminuer les déplacements à cause des effets de serre puis du transport qui est excessif très souvent, pour que les gens puissent se déplacer à pied ou à vélo, ou aussi on peut travailler le transport en commun pour faciliter l'accès justement aux aliments à tous. Et naturellement, toutes les initiatives, il y en a une panoplie de lutte à l'insécurité alimentaire. On peut appuyer pour s'assurer que tout le monde ait droit aux mêmes aliments et donc à avoir une santé aussi. Donc, on pourrait avoir accès, travailler l'accès, avoir notre production locale, nos gens qui s'y investissent, mais encore une fois, il faut qu'il y ait une demande pour ces aliments sains, une demande pour ces aliments locaux. Donc, si on n'a pas ça, bien, ça ne va pas très bien non plus. Donc, ça nous invite à éduquer, à parler aux gens, à inviter la population à comprendre ce mouvement-là. Donc, il y a toutes donc les activités d'éducation, puis aussi d'intégration, essayer d'intégrer ces aliments locaux le plus possible à l'intérieur de nos institutions, de nos marchés, de nos épiceries. Et finalement, bien, c'est sûr qu'on l'a vu, le gaspillage, la façon qu'on gère les déchets, c'est extrêmement important. C'est une valeur, tout ça. Hein? Donc, on peut en faire de l'énergie. Puis le gaspillage alimentaire, on peut détourner les aliments qui sont un peu défraîchis ou bien qui sont moins beaux, puis les utiliser. Hein? Il y a de plus en plus de personnes qui en font un métier de transformer, fabriquer des éléments, des purées, des boissons, etc. Donc, puis si on apprend à cuisiner, c'est facile, même si la carotte n'est pas très droite, on peut quand même l'utiliser. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites et c'est un peu ça, les ingrédients. Hein? C'est pas si complexe, mais puis on n'a pas à travailler sur tout, mais peut-être qu'on est un acteur à l'intérieur de ça. Quelque chose d'important que je n'ai pas nommé, c'est au centre de tout ça, ça nous prend des acteurs engagés pour amener une gouvernance, pour rassembler les gens, pour les mobiliser autour de cette question, pour permettre les discussions comme on va avoir aujourd'hui, pour amener une stimulation, aller chercher les fonds aussi, décider par où on commence, mais tout ça, c'est une gouvernance collective. Alors, il n'y a pas un secteur qui est plus important que l'autre. Hein? Tous les secteurs sont importants. Et puis, si on veut réussir notre territoire nourricier puis répondre aux enjeux qui ont été soulevés, bien, ça va prendre tout le monde autour de la table. Les gouvernements des différents paliers sont importants. Je fais juste une petite mention. Le gouvernement du Canada, bientôt, va nous produire une politique alimentaire. Ça veut dire que tous ces secteurs qui travaillent de façon séparée en ce moment vont essayer de rassembler ça sous une même politique pour avoir plus de cohérence. Donc, c'est des choses qui se font, mais au municipal, c'est extrêmement important tout ce qui peut être fait pour soutenir les initiatives locales, pour amener un leadership, pour favoriser des lois, des règlements qui vont aider à ce qui se passe sur le terrain. Donc, ensuite, toutes les institutions, on l'a vu, les citoyens, tout le monde a son rôle. Alors, je termine sur cette note ici, c'est que c'est une approche que je vous présente aujourd'hui. Peut-être pour certains, c'est nouveau, mais à travers le monde, c'est quelque chose qui est en effervescence. C'est vraiment un mouvement qu'on appelle de joindre ensemble tous ceux qui gravitent autour de l'alimentation dans une approche holistique, une approche plus complète.
et de coordonner nos actions, de défaire les barrières entre les différents secteurs, d'apprendre un langage commun, de se donner une vision commune, puis de faire des changements. Puis ça fonctionne à plusieurs endroits. On voit qu'il y a des beaux impacts. Puis on peut travailler à différents niveaux. Il y a des gens, c'est des villes qui sont devenues nourricières. Il y a la ville de Montréal a un conseil de politique alimentaire, ville de Toronto aussi. Il y a des régions comme le Bas-Saint-Laurent qui deviennent un territoire nourricier. Donc, ça peut être à l'échelle des quartiers. Mais tout ça pour vous montrer que les enjeux qu'on a vus, on peut y travailler, on peut améliorer les choses. Et il y a plusieurs exemples à travers le monde, puis même au Québec en ce moment, où est-ce que les gens se sont donné commission de travailler ensemble et de faire un changement. Et puis, enfin, ils savent lire le système alimentaire, eux, qu'est-ce qui se passe dans leur région et ils agissent en conséquence. Donc, je vous invite, vous aussi, à rentrer dans ce mouvement-là, ce beau mouvement. Et puis, j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite à l'Outaouais. Donc, là-dessus, je vous remercie de votre attention.